Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je rappelle que vous avez la possibilité de me laisser votre mail via le lien que je vous ai mis en barre d'infos de cette vidéo. Et si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec votre mail et je le récupérerai tout simplement. Voilà, on commence à présent par les nouvelles. Comme on pouvait s'y attendre, la résolution de la Chambre a contourné le Parti républicain. La Chambre vient d'adopter une résolution budgétaire ouvrant la voie au Congrès pour faire avancer le plan de Biden pour la lutte contre le virus, et ce sans le soutien des républicains. Le vote a été de 218 contre 212 et il s'est fait dans la ligne du parti, sauf pour 2 démocrates qui se sont rangés du côté des républicains contre la résolution et un républicain qui a manqué le vote. Évidemment, comme les démocrates détiennent la majorité à la Chambre et au Sénat, ils peuvent utiliser les mesures budgétaires pour faire passer le plan d'aide en contournant le Parti républicain. De nombreux républicains estiment que l'enveloppe de 1,9 billion de dollars de Biden est beaucoup trop importante, surtout après l'adoption en décembre du projet de loi de 900 milliards de dollars sur l'aide à la lutte contre le virus. Certains républicains disent que l'argent de la dernière loi n'a pas été encore dépensé. Les républicains ont présenté à Biden un projet de loi alternatif qui s'élève à 618 milliards de dollars. Les deux partis s'accordent sur la nécessité de consacrer 160 milliards de dollars à la distribution et à l'administration du vaccin contre le virus. Ils veulent tous deux que davantage de chèques de relance soient envoyés. En revanche, les républicains insistent pour que l'aide soit plus ciblée. Le sénateur Mike Round a déclaré cette semaine sur Fox News qu'il avait reçu un chèque de relance par courrier malgré son salaire élevé de sénateur. Opportunity Insight, une organisation non partisane à but non lucratif de l'université de Harvard, a mené une analyse qui a révélé que les ménages gagnant plus de 78 000 dollars ont peu dépensé lors du dernier cycle de financement. À l'heure actuelle, l'enveloppe prévoit de donner des chèques à des individus gagnant jusqu'à 75 000 dollars par an et à des couples gagnant jusqu'à 150 000 dollars par an. M. Biden s'est réuni avec des démocrates du Sénat dans le bureau ovale mercredi soir. La réunion n'a pas été ouverte à la presse. Les républicains de la Chambre des représentants se sont réunis mercredi pour déterminer quel sort réserver à la numéro 3 de leur formation à la Chambre, Liz Cheney, qui a appuyé la mise en accusation de Donald Trump, et à la nouvelle venue dite conspirationniste, Marjorie Taylor Greene. Leur verdict, les deux élus conservent leurs responsabilités respectives. La représentante Liz Cheney, républicaine, a affronté ses collègues pro-Trump à propos des accusations qu'elle a portées contre l'ancien président. Le résultat était de 145 contre 61, ce qui signifie que Cheney conserve sa position et reste la femme républicaine la plus puissante du Congrès. Selon les médias, les républicains pro-Trump ont tenté de l'évincer pour avoir voté pour la destitution de Trump. Kevin McCarthy, le chef de la minorité de la Chambre, a déclaré, je cite, « Nous venons d'avoir une très bonne conférence, les membres ensemble, mais la première chose qui est ressortie de ce genre de conférence, c'est l'unité, dit-il. Nous avons passé des heures où les membres de chaque côté se sont regardés dans les yeux, exprimant leurs griefs, et ils étaient très francs et honnêtes les uns envers les autres. » Fin de citation. McCarthy s'est rallié au soutien de Cheney, plaidant en faveur du maintien de son équipe dirigeante. Cheney a confirmé que l'équipe a décidé de rester soudée malgré leurs divergences de vues. Dans le même temps, la Chambre des représentants démocrates prévoit un vote en plénière pour démettre Mme Greene de ses fonctions au sein des commissions. Greene est actuellement affectée aux commissions de l'éducation et du travail de la Chambre et à la commission du budget de la Chambre. Un démocrate de haut niveau affirme que cela est dû à l'apparente adhésion de Greene aux théories de conspiration en ligne. Greene dit que les démocrates s'engagent dans une campagne d'annulation de la foule. Elle affirme également que les grands médias réfutent de partager ses objections et le vote aura lieu en principe jeudi. Nous pouvons constater que plusieurs postes de direction ont changé récemment.
Le président de CNN a annoncé qu'il se retirait à la fin de l'année. C'est à ce moment-là que son contrat prend fin. Il a dit aux employés jeudi qu'il avait envisagé de démissionner vers la fin de l'année dernière, mais qu'il avait décidé de rester une année de plus. Le PDG d'Amazon également, Jeff Bezos, a récemment annoncé qu'il se retirait et maintenant Parler n'a plus de PDG. En effet, le directeur de la plateforme des médias sociaux a annoncé qu'il avait été licencié par le conseil d'administration. Monsieur Matz a dit que le conseil d'administration de la société l'a licencié mardi dernier, le 29 janvier. Il a dit qu'il n'a pas participé à la décision. Dans un mémo obtenu, Monsieur Matz a déclaré « J'ai rencontré une résistance constante à ma vision du produit, à ma croyance forte en la liberté d'expression et à mon point de vue sur la façon dont le site de Parler devrait être géré. Par exemple, poursuit-il, j'ai plaidé pour une plus grande stabilité du produit et pour ce que je crois être une approche plus efficace de la modération du contenu. » Il a poursuivi en disant « Au cours des dernières semaines, j'ai travaillé des heures interminables et mené des batailles constantes pour faire fonctionner le site Parler, mais à ce stade, l'avenir de Parler n'est plus entre mes mains. » Fin de citation. Il a ensuite remercié les employés de Parler et toutes les personnes qui ont soutenu l'application. C'est une vision de la situation et ce n'est peut-être pas tout puisque l'investisseur de Parler, qui est aussi animateur conservateur, Dan Bongino, n'est pas d'accord avec la version des événements de Matz. Dans une vidéo Facebook, il affirme que les affirmations de Matz concernant la liberté d'expression et la stabilité des produits sont fausses. Il dit que la relation avec Parler et le PDG n'a jamais fonctionné parce que la vision du PDG n'était pas la nôtre. Monsieur Bongino affirme que Parler aurait pu être en hausse en une semaine s'il avait accepté de modérer fortement le contenu, mais il a dit que lui et les autres propriétaires ne voulaient pas faire cela et c'est pour cela que ça prend autant de temps pour remonter. Il a qualifié les déclarations de Matz d'attaques scandaleuses contre des gens qui n'ont rien fait d'autre que travailler jours et nuits pour remettre ce site en service. Apple, Google, Amazon ont laissé tomber Parler le mois dernier après les violences du Capitole en invoquant le manque de modération du contenu. Parler a nié ses affirmations et depuis il est hors ligne. Parler a poursuivi Amazon en début d'année et a demandé à Amazon de restaurer ses services d'hébergement web. Le 21 janvier, un juge fédéral a rejeté la demande de Parler. L'ancien PDG dit qu'il prévoit de prendre quelques semaines de congé puis qu'il cherchera de nouvelles opportunités. Il dit qu'il ne dit pas au revoir, mais juste au revoir pour l'instant. Nous avons une enquête de 2 ans à l'université de Yale qui enfin touche à sa fin. Le ministère de la Justice a annoncé mercredi à un tribunal fédéral qu'il abandonnait une plainte pour discrimination déposée il y a quelques mois seulement. Le ministère de la Justice a décrit sa décision comme un abandon volontaire du litige. Le procès alléguait que les politiques d'admission de Yale violaient le titre 6 de la loi de 1964 sur les droits civils. Dans la lettre d'alerte de Yale, l'avocat a déclaré que les enquêteurs avaient découvert un favoritisme systématique de la part de l'école Ivy League qui désavantageait illégalement les candidats américains d'origine asiatique et blanc. La lettre précisait, Yale accorde des préférences substantielles et souvent déterminantes basées sur la race à certains candidats favorisés par leur race et défavorise relativement et significativement d'autres candidats en raison de leur race. Ajoutant, la discrimination raciale de Yale impose des sanctions indues et illégales aux candidats défavorisés sur le plan racial, y compris et en particulier les candidats asiatiques, américains et blancs. Les opposants aux admissions dans les universités basées sur la race ont dû faire face à un chemin difficile pour tenter de persuader les tribunaux fédéraux que de telles actions violaient les lois et règlements fédéraux antidiscrimination. La décision de Harvard a déclaré que l'école avait légalement utilisé les outils d'action positive dans ses politiques d'admission pour atteindre un niveau souhaitable de diversité dans son corpus étudiant. La décision unanime de la Cour a déclaré « Le programme d'admission de Harvard, qui tient compte de la race, garantit que Harvard peut conserver les avantages de la diversité qu'elle a déjà atteints. »
Mais Yale n'est peut-être pas encore tiré d'affaire. En effet, le président de Student of Fair Admission, Edward Bloom, a publié une déclaration suite à l'annonce qualifiant la décision de décevante. Il a déclaré que le procès avait exposé l'utilisation illégale de quotas par Yale pour atteindre la proportionnalité raciale et ethnique. Le groupe de Bloom a été l'un des principaux opposants devant les tribunaux et les médias au favoritisme racial et ethnique dans les admissions à l'université. Il a déclaré que son groupe prévoit d'intenter un nouveau procès contre Yale dans les jours à venir et que les politiques d'admission discriminatoires comme celle de Yale doivent être contestées devant la Cour fédérale. On reste sur le thème scolaire puisque dans les écoles qui subissent des pressions pour ouvrir, mais certains syndicats d'enseignants affirment qu'ils ne retourneront pas tant que tous les enseignants ne seront pas vaccinés. La directrice du Centre de contrôle des maladies dit que ce n'est pas nécessaire. En effet, donc la docteure Rochelle Walensky affirme, je cite, « De plus en plus de données suggèrent que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité et que la réouverture ne signifie pas que les enseignants doivent être vaccinés pour rouvrir en toute sécurité. » Elle a fait ces remarques lors d'un point de presse de la Maison-Blanche sur la pandémie. Elle a poursuivi en disant que le Centre de contrôle des maladies suit les conseils du comité consultatif sur les pratiques d'immunisation concernant les personnes à vacciner en premier lieu. Les enseignants font partie de la catégorie des travailleurs essentiels. Ils se situent au niveau 1B pour la vaccination prioritaire. Le Centre de contrôle des maladies, sous les administrations Biden et Trump, s'est prononcé sur la sécurité et l'importance de la réouverture des écoles. Le mois dernier, on aurait trouvé peu de preuves de la propagation du virus dans les écoles qui prennent des précautions telles que la distanciation sociale. Une étude a montré que les avantages de la réouverture des écoles pour l'apprentissage en personne l'emportaient largement sur les risques sanitaires. L'étude déclare, je cite, « Nos résultats suggèrent que la réouverture des écoles n'a pas augmenté les hospitalisations dues à la Covid-19, en particulier pour les 75% des comtés qui avaient des hospitalisations de base les plus faibles. » Fin de citation. Cette étude a été menée par les chercheurs du Centre national de recherche sur l'accès et le choix de l'éducation. Et en novembre dernier, le Centre de contrôle des maladies a déclaré que les données montraient que les écoles étaient l'endroit le plus sûr pour les enfants. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et merci de votre présence. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à demain.